La porte s'ouvre et c'est tout sourire que la candidate du Front National salue les milliers de personnes qui sont à l'intérieur de ce Zénith de Nantes, le deuxième plus grand Zénith de France. Elle serre quelques mains la candidate du Front National. On peut dire que depuis une heure d'ailleurs, cette salle est galvanisée. Peut-être que les incidents qui se sont déroulés aux abords de la salle n'ont fait que galvaniser davantage ces militants qui viennent de toute la France. Beaucoup d'ailleurs viennent de Bretagne, la région dont est originaire la candidate du Front National, qui monte à présent sur la scène du Zénith de Nantes. Le discours à vivre en direct sur BFM TV qui démarre dans un instant et le débriefing avec nos invités en plateau à suivre d'ici une heure. On ne connaît pas la durée précise de ce discours, mais on annonce entre 40 et 70 minutes. Vous êtes en direct sur BFM TV. C'est le grand meeting dans le Zénith de Nantes de Marine Le Pen. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes de Nantes, et chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger qui m'écoutez. Dans quelques semaines, vous allez élire le président de notre République française. Parce qu'elle émane du peuple. Par la voie du suffrage universel direct, la présidence de la République est la clé de voûte de nos institutions. Toute notre vie politique en dépend. Et l'organisation politique, économique et administrative ressortira du choix que vous ferez dans 2 mois. De son résultat découleront pour 5 ans la majorité parlementaire, la composition ou la recomposition des partis politiques comme l'élan politique qui prévaudra tout au long du mandat présidentiel. Ah, 5 ans, c'est long quand le pays s'enfonce chaque jour davantage. C'est court, et peut-être trop court, quand il faut le réformer en profondeur. La malheureuse instauration du quinquennat fut décidée à l'initiative de ceux qui n'avaient pas réellement compris l'intelligence des institutions de la Ve République. Parce que c'est le propre de ceux qui ne pèsent rien de s'envoler au gré des vents. Ils ont soumis nos institutions à l'influence implicite de modèles étrangers, mais aussi par soumission à la logique en vogue du court-termisme et finalement de l'éphémère. Il se trouve toujours des gens plus infatués de leur temps que de leur pays. Le nomadisme présidentiel avec des présidents qui passent et qui lassent. L'asservissement du mandat présidentiel à des contraintes électoralistes, le souci narcissique propre aux politiciens de bas niveau a eu pour effet de rabaisser la fonction pour faire du président, et on l'a vu lors des derniers quinquennats, le simple chef politique d'une majorité présidentielle, le supérieur hiérarchique d'un collaborateur, ou pire, un indépassable président du Conseil général. Il est vrai qu'on ne parvient à porter que le costume qu'on est capable d'endosser. Il en résulte des mandats sans importance, avec des présidents sans grande importance, des mandats où dominent le clanisme et le clientélisme, le bricolage et le papillonnage, le pas grand-chose et parfois le rien. Dévalué par la réduction de sa durée, le mandat abaissé par l'insigne inefficacité de ceux qui l'ont exercé, la fonction présidentielle a perdu le prestige qui était attaché à un choix réellement engageant. Nous supprimerons le quinquennat pour un septennat non renouvelable qui donnera au président, avec la légitimité et le prestige de sa fonction, la durée, 7 ans, et dégager du souci de sa réélection la liberté d'esprit et d'action pour décider. Vous le voyez, l'ambition de notre mandat sera de remettre nos institutions en ordre, au premier rang desquelles l'institution présidentielle. Cette remise en ordre imposera concrètement de restaurer la fonction présidentielle en créant les conditions pour élire à la tête du pays, non pas un homme d'État, mais je l'espère en mai prochain, une femme d'État.
La tâche de reconstruction institutionnelle si essentielle pour redonner à l'action politique son efficacité est immense. Nous le ferons par une réforme constitutionnelle qui sera adoptée par référendum. Parce que le peuple en aura ressenti la nécessité, parce que le peuple l'aura décidé, nous la mettrons en œuvre. Compte tenu de l'état du pays, chacun est conscient que le rôle de celui qui sera élu en mai prochain ne peut plus relever de la petite politique, d'arrangements subalternes. La France n'a plus le temps des faux-semblants. La France n'a plus les moyens de l'apparence et du vide. La France n'a plus le goût des fausses alternances, ce qu'on appelle l'alternance unique, la gauche et la droite, ne proposant finalement à notre pays que l'option unique consistant en une glissade ininterrompue. Ne soyez pas dupes. Gauche, droite, c'est le pas cadencé que le mondialisme, l'immigrationnisme et le mercantilisme veulent vous faire adopter. Il nous conduit sur un tapis de rose vers l'abîme. Notre pays est en train de succomber de ses rois fainéants, de ses présidents tristement normaux, c'est-à-dire incompétents. Mais aussi de ces briseurs de rêves politiques qui ont tant de fois entraîné le peuple si généreux à s'enflammer dans des élans d'enthousiasme, élans que leur insuffisance, leur irrésolution ou même leur mépris des gens ont fini par s'aborder. Comme si à chaque élection depuis 30 ans, les Français n'avaient pas d'autre choix que de tendre l'autre joue. La joue droite, puis la joue gauche, puis la joue droite, et ceci jusqu'à l'épuisement. De ces décennies pénibles, il ne reste qu'une fatigue générale, du découragement et de l'amertume. Regardez ces représentants de l'alternance unique. Ah, cette fois on a compris, on ne vous trahira pas, on ne reculera plus, on ne fera pas comme la dernière fois. J'ai changé. Et dès l'élection, le calvaire reprend. Les promesses n'engagent plus que celui qui les croit. Vous l'avez constaté et il en sera ainsi autant que nécessaire. Moi, je ne me soumets pas. Je porte une résolution que rien n'intimide, une énergie que rien ne brise et une force qui me donne la foi dans mes convictions. C'est pourquoi je sais pouvoir conduire le projet d'émancipation et de retour de la nation. Je voudrais vous inciter à l'optimisme. Le projet que nous défendons est majoritaire. Oui, il est majoritaire. Sur tous les sujets relatifs à l'immigration ou à la sécurité, les Français sont d'accord avec nous jusqu'à 80%. Sur les autres thèmes, comme l'Europe, ils sont d'accord à plus de 50%. Pourtant, cette adhésion ne se traduit pas toujours encore en intention de vote. Notre victoire idéologique est largement acquise. On le voit, notre problème est moins de convaincre de la pertinence de nos analyses ou même de notre projet que de faire bouger les habitudes de vote. Je vous le dis, mes amis, c'est sous les cendres de vos illusions déçues que vous trouverez avec nous les étincelles de la flamme et de la lumière. Dans l'avant-propos du Fil de l'épée, ouvrage où Charles de Gaulle livrait sa conception du chef, est citée cette phrase de Shakespeare: « Être grand, c'est soutenir une grande querelle ». Notre projet est beau. Il appelle notre peuple à l'unité et à la solidarité. Il convie chacun d'entre vous à la mobilisation et à l'action. Et il appelle notre pays à s'élever pour retrouver son rang, sa fierté, sa dignité, sa grandeur. Je veux transformer votre colère tellement légitime en un acte d'amour pour cette communauté vitale et unique qu'est, au même titre que votre famille, votre nation. Je veux que là où vous vivez le désespoir, vous puissiez à nouveau trouver des raisons de croire, d'entreprendre et de réussir. Je veux que vous puissiez avoir confiance dans notre pays
et dans l'entité autour duquel il s'organise, l'État. Ce président que nous allons élire, en effet, on l'oublie parfois, hérite de l'éminente fonction d'être le chef de l'État. Cette formule utilisée souvent n'est pas un titre pompeux ni une élégance de langage. D'un point de vue institutionnel, c'est une réalité fondamentale parce que fondatrice. La France s'est construite autour de l'État, l'État avec un E majuscule, celui dont le nom même évoque la permanence, celui qui a fait corps avec la nation française au fil de l'histoire, qui est pour la nation ce que la colonne vertébrale est pour le corps. Il existe des États sans nation, il existe des nations sans État. Nous avons la chance d'être un État-nation, nous sommes même dans le monde le modèle de l'État-nation. Aujourd'hui, certains voudraient faire disparaître et l'une et l'autre, la nation et l'État. Nous sommes les défenseurs de l'une et de l'autre, parce que sans État, il n'y a plus de nation. C'est pourquoi nous croyons au rôle éminent du chef de l'État, c'est pourquoi sa personnalité est importante. C'est cela aussi qui fait l'importance de cette élection présidentielle. Celui ou celle qui sera chef de l'État. Être le chef de l'État, c'est veiller au bon fonctionnement des institutions et des administrations. C'est donc veiller à la séparation des pouvoirs, à la conformité des logiques administratives avec la volonté démocratique. C'est aussi se préoccuper du sort des agents, s'y dévouer, les écouter, les soutenir. Tout cela, il faut bien le dire, est mis à mal, comme l'actualité récente nous en donne régulièrement un contre-exemple flagrant. N'a-t-on pas le sentiment que l'État prend des décisions comme s'il suivait sa propre logique, indépendamment de l'intérêt national ou de la volonté populaire? Pire, n'assiste-t-on pas aujourd'hui à un véritable accaparement de l'État par des intérêts qui ne sont plus ceux du peuple, mais des intérêts d'argent, des puissances d'argent même, qui tentent de lancer une OPA hostile sur l'État, sur notre bien commun? Les forces de l'argent n'ont fait que gagner en puissance sous François Hollande, avançant peut-être plus sournoisement qu'auparavant, mais elles tentent de prendre un pouvoir total. L'Union européenne est le cheval de Troie de ces puissances. C'est par Bruxelles et par Francfort qu'elles exercent leur influence maximale. Arrêtez-vous un instant avec moi, par exemple, sur ce traité funeste signé récemment avec le Canada, le CETA. Alors lui, il a été entièrement construit sous l'influence des lobbies, des multinationales, qui gagneront tout quand le peuple perdra tout. Mais les puissances d'argent ont aussi besoin de relais solides à la tête de l'État. Et mes deux opposants principaux dans cette campagne symbolisent mieux que quiconque cette volonté jamais avouée mais bien réelle de mettre l'État au pas. Les amitiés, les relations passées, la carrière de mes concurrents. Pour qui prend le temps de lire leur biographie, de se renseigner sur leur fréquentation, il devient évident que ces gens ne sont pas libres, qu'ils sont tenus par des intérêts tout à fait étanches aux intérêts du peuple. L'un est le candidat des assurances, l'autre des banques et des médias. Et je veux lancer un avertissement aujourd'hui aux Français. Je lance un avertissement parce qu'ils doivent comprendre ce qu'implique la non-candidature de François Hollande. Ce président et son gouvernement se donnent en cette fin de mandat manifestement toute latitude, sans rien s'interdire, pour peser sur l'élection présidentielle et mettre toute la puissance de l'État non plus du tout au service des Français, mais au service du système et de sa survie. Le système hésite entre mes deux principaux concurrents. Il semble qu'ils aient choisi de se mettre aujourd'hui au service de M. Macron. Oui. Ce M. Macron, dont M. Hollande aurait pu signer le programme économique, devient dans cette élection la possibilité pour le système de se survivre, de survivre. Il est devenu, semble-t-il, le meilleur moyen pour la caste aujourd'hui au pouvoir de se maintenir. Regardez d'ailleurs avec quel zèle les puissances d'argent prennent désormais ouvertement parti pour M. Macron.
les puissances d'argent et leurs relais médiatiques. Comme M. Berger, le propriétaire du Monde, qui met son journal entièrement au service de M. Macron et en fait une arme de guerre contre la candidature du peuple que j'incarne. Ou comme M. Drahi, lui aussi au service de M. Macron, qui tient de nombreuses chaînes et de nombreux titres, tous entièrement dévoués à sa candidature. Dans cette élection, les médias ont en effet choisi leur camp. Ils font campagne de manière hystérique pour leur poulain, ils se parent de morale, prétendent en rester à l'analyse des faits, hurlent à la liberté de la presse dès qu'on les critique. Enfin, pardon, on a encore le droit de les critiquer, me semble-t-il, et même en démocratie, c'est un droit fondamental. Et puis, ils pleurnichent d'avoir, et c'est vrai, perdu la confiance du peuple, qui se tourne, et c'est légitime, vers Internet pour s'informer. Alors, je veux dire aux Français d'être extrêmement attentifs à ne pas se faire voler cette élection et à savoir déceler dans l'avalanche de propagande qu'on leur sert du matin au soir la main du système et le bras armé d'un État dévoyé, aujourd'hui placé au service exclusif par des moyens inacceptables qui bafouent tous les principes essentiels de la démocratie et du fonctionnement de notre République. Puisqu'il n'a plus de compte à rendre à personne en ne se présentant plus, Monsieur Hollande, avec l'aide de Monsieur Cazeneuve, évident nouveau soutien de Monsieur Macron, Monsieur Cazeneuve qui vient d'ailleurs d'annoncer ce matin qu'il entrait en guerre contre le Front National, ces deux-là ne semblent plus avoir aucune limite. L'État étant dévoyé, tout dysfonctionne aujourd'hui dans la vie publique de notre pays. D'ailleurs, n'a-t-on pas l'impression d'un grand dysfonctionnement, voire d'une dérive inquiétante, quand le syndicat de la magistrature affiche sur ce qu'il appelle le mur des cons, des justiciables, des partis politiques et même des parents de victimes qu'il désigne comme ses ennemis idéologiques. Ou quand il appelle, comme il l'a fait il y a quelques jours, à rejoindre les rangs des racailles et des casseurs d'extrême gauche pour manifester contre la police. N'est-on pas pris d'une gêne lorsqu'avant même toute enquête, les politiciens de tous bords se croyaient fondés à hurler avec les loups lorsque des policiers étaient livrés à la vindicte médiatique, comme ce fut le cas dans l'affaire Théo. J'ai été, mes chers amis, la seule à ne pas céder à cette dérive contraire à la présomption d'innocence à laquelle tout homme, et a fortiori tout fonctionnaire, a droit. Être chef de l'État, c'est représenter l'État avec sobriété et prestance. C'est avoir toujours à l'esprit que le chef de l'État ne s'appartient plus, qu'au-delà de sa personne, il incarne une fonction dont il doit se montrer digne. Et ce n'est pas inutile de le rappeler après ces 2 quinquennats. Qu'il est comptable de sa conduite personnelle, de ses propos, du respect qu'il doit à tous, de son éthique ou de sa dévotion au bien public. Il ne peut y avoir d'État solide si son chef n'est pas lui-même insensible aux sirènes de l'argent, à la pression des puissants ou aux féodalités, notamment financières. On s'interroge, mes chers amis, sur la nomination d'un ancien président de la République au conseil d'administration d'un grand groupe hôtelier détenu en partie par le Qatar. On est en droit de se demander comment l'un des candidats peut se présenter à cette élection présidentielle avec une quelconque crédibilité quand il affiche sans douter de rien ses liens avec le lobby des mutuelles au point de vouloir faire de M. De Castres son ministre de l'économie qui serait en charge de la privatisation de la sécurité sociale. Pourquoi ce même candidat refuse-t-il de révéler le nom
des clients de ces conférences, des conférences peut-être intéressantes pour son auditoire, mais surtout pour l'orateur lui-même, si l'on en juge par le chiffre d'affaires amassé. Ce conférencier grassement payé aurait-il quelque chose à cacher? Quelques clients inavouables, quelques amitiés secrètes qu'il serait impératif de taire, de peur que se révèlent des conflits d'intérêts ou des trafics d'influence qui ruineraient une image pourtant si classique. Comment un autre compétiteur à cette élection peut-il s'enorgueillir sans complexe de ses attaches professionnelles avec des banques comme la banque Rothschild et les milieux d'affaires qui constituent les généreux mécènes, inconnus d'ailleurs, de sa campagne? Comment croire à la liberté de la presse lorsque des grands patrons de groupes de médias comme M. Drahi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont bénéficié de coups de main directs dans le rachat d'une entreprise comme SFR et font du coup outrageusement campagne pour leurs bienfaiteurs? Être chef de l'État, c'est s'assurer enfin des moyens d'intervention de la fonction publique. C'est encourager ces adaptations nécessaires, d'engager son indispensable et permanente modernisation. Et de cela, on constate chaque jour la carence dramatique, irresponsable et parfois même criminelle. Alors prenons un exemple. Dans les domaines qui touchent à la sécurité des citoyens, police, justice, armée, la France consacrait 6,5% de son PIB en 1960, 4,5% de son PIB en 1990 et aujourd'hui seulement 2,8%. Cette dégringolade de l'engagement public dans le domaine essentiel qu'est la sécurité intérieure et extérieure de la France illustre bien l'esprit de démission de nos prétendues élites. Aujourd'hui, il n'est pas abusif de le dire et les fonctionnaires si dévoués au bien public sont les premiers à le constater, à le déplorer tous les jours et à s'en inquiéter parfois publiquement. L'État est en mauvais état et même en très mauvais état. Et je ne vous parlerai même pas de la dégradation des services publics, de la désertification administrative de nos territoires, de l'effondrement des investissements publics, du tassement de la situation professionnelle des agents. Je ne parlerai pas de l'état des autoroutes, dont l'entretien dépend encore de l'État, de la dilapidation du patrimoine immobilier de l'État, comme ses casernes, ses hôpitaux, ses hippodromes ou ses autoroutes à péage. Les témoignages visibles de l'effondrement de l'État, nous les avons devant les yeux au fur et à mesure que les pans de l'édifice s'écroulent. Sur le fond, nous assistons à un dévoiement total, à une décomposition peut-être programmée de la part de ceux qui professent que l'État est l'ennemi et se servent cyniquement des exigences austéritaires de l'Union européenne pour arriver à leur fin. C'est quoi leur fin? C'est de déposséder les Français de leur État pour le livrer aux appétits voraces du privé. Celui-ci ayant évidemment l'objectif de s'en accaparer les activités rentables afin de laisser à un État croupion et en faillite le soin d'assumer ce qu'il en reste. L'histoire de France, mes chers amis, c'est 15 siècles de lutte contre les féodalités, contre les factions, contre les oligarchies. La monarchie n'a eu de cesse, notamment avec Richelieu, de mettre au pas une aristocratie arrogante, séditieuse et internationaliste. La Révolution, l'Empire, puis la République ont poursuivi cette construction ingénieuse, méthodique et lente. Mais nous le savons, ce bras de fer entre l'État et les féodalités ne s'arrête jamais. Dès que l'État faiblit, on le voit aujourd'hui dans les banlieues, avec les caïds arrogants et triomphants de cité, où les soldats de l'islam politique, il se trouve des mafias pour s'arroger l'exercice du pouvoir et asservir les habitants. On le constate, dès que l'État faiblit, il est remplacé par d'autres autorités qui n'ont de légitimité que la force. Cet affaiblissement de l'État, cette dépréciation de son autorité
ouvre en effet la voie à d'autres formes de pouvoir qui disloquent notre nation. L'islamisme, qui par ses provocations incessantes et son communautarisme militant vient remettre en cause nos valeurs, notre pacte républicain, notre unité nationale. Mais aussi le mondialisme financier, qui œuvre au triomphe de l'individualisme et travaille à la disparition de l'État, en ce qu'il est pour lui un obstacle à la liberté totale de circuler, ou plutôt d'immigrer, de commercer et même de trafiquer. C'est ainsi que l'Union européenne a enchaîné notre pays et que nous n'avons plus aujourd'hui aucune indépendance. La puissance publique est tellement affectée, tellement en proie au doute, qu'elle se soumet d'elle-même à la loi des féodalités, comme ces préfets ou ces maires qui pactisent tous les jours avec les mafias criminelles ou les factions islamistes pour acheter la paix civile, comme ces ministres qui vont prendre leurs ordres chez les lobbyistes bancaires. Je vous le dis, avec moi cela cessera. L'État, mes chers compatriotes, votre bien commun. L'État, vous disais-je, s'est décomposé, il a été dépesé, vous le voyez bien, au profit d'autorités illégitimes, des factions, des oligarques. L'État n'a pas seulement perdu de son crédit, de ses moyens d'action, de sa légitimité, il a été dépossédé des attributs du pouvoir et de son autorité souveraine. Le pouvoir que les anciens dénommaient l'auctoritas, c'est-à-dire le pouvoir d'édicter des règles, a été transféré à une autorité étrangère basée à Bruxelles. La puissance conférée aux détenteurs du pouvoir, l'ancienne potestas, à elle, était conférée aux médias, on le voit tous les jours. Rien de plus anormal, rien de plus illégitime, rien de plus antidémocratique et rien de plus dangereux pour le droit des citoyens. Cette usurpation qui diminue l'État, le neutralise, le décourage, met tout le pays au risque d'une absence réelle d'autorité. L'État procède d'une conception élaborée du pouvoir qui veut que la protection ne s'obtient comme à l'époque féodale ou dans les sociétés primitives ou mafieuses par la soumission à une personne, à un groupe privé, poursuivant des buts privés. En l'absence d'État, le protecteur est toujours celui qui est le plus puissant, le plus intimidant, c'est-à-dire en pratique le plus cruel. Grâce à l'État, la protection ne s'obtient plus du devoir de vassalité, mais en fonction d'un droit égal pour tous, reconnu à tous et dont l'application juste est garantie par la force publique. Alors je rendrai d'abord à l'État ses prérogatives en rendant à notre nation son indépendance. L'État que nous restaurerons sera un État neutre et par extension un État impartial. C'est la condition de son crédit, de sa légitimité.
et de sa capacité d'action. La neutralité politique sera garantie à tous les agents et aura pour contrepartie l'exigence d'un strict et salutaire devoir de réserve dans l'exercice de leurs fonctions. Par définition, l'État n'est pas seulement le bien de tous, il est là pour le bien de tous. Un État qui détient le pouvoir de coercition, donc le pouvoir de restreindre la liberté des personnes, d'affecter leurs droits patrimoniaux, de prélever l'impôt, doit être un État irréprochable. Et justement parce qu'il dispose de ces pouvoirs exorbitants, il doit être le garant des libertés publiques, des libertés individuelles, en clair de toutes les libertés dont peuvent jouir les citoyens dans une république démocratique. Il n'est pas là pour servir un intérêt particulier, mais le bien commun. Il n'est pas là pour se soumettre à la loi du plus fort, mais pour imposer, même au plus fort, la loi de tous, c'est-à-dire la loi de la République. Il n'est pas là pour ne pas voir, mais pour intervenir si le droit l'exige. Il n'est pas là pour brimer, mais pour administrer conformément à la loi de la majorité, c'est-à-dire conformément à la volonté du peuple. Je veux dire publiquement, ici, aux fonctionnaires, à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser les pouvoirs d'État pour surveiller les opposants ou organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus ou des cabales d'État, de se garder de participer à de telles dérives. Dans quelques semaines, ce pouvoir politique qui n'a plus rien à perdre ni de compte à rendre aura été balayé par l'élection. Mais ces fonctionnaires, eux, devront assumer le poids de ces méthodes illégales car elles sont totalement illégales. Et ils mettent en jeu leur propre responsabilité. L'État que nous voulons sera patriote. L'État ne peut plus, comme il le fait depuis des décennies, agir contre la nation et la République. Le laisser-aller en matière de gestion des flux migratoires, légaux comme illégaux, aboutit à la submersion de notre pays et la déstabilisation de parties entières du territoire. Mayotte, comme la Guyane où j'ai effectué un voyage, comme Calais où je me suis rendu encore récemment, sont sur les méfaits de l'immigration incontrôlée et de la carence de l'État des exemples éloquents, ou devrais-je dire inquiétants. Les Français n'en peuvent plus de l'immigration massive, légale et illégale. Contrôlée sous tous les gouvernements qui se sont succédés depuis des décennies. Les Français ont-ils conscience que l'Union européenne prévoit pour les États qui n'accepteraient pas de migrants de lourdes amendes? Ont-ils conscience du niveau de soumission auquel, même en cette matière fondamentale qu'est l'immigration et la maîtrise des flux de personnes sur le territoire national, l'État ne peut aujourd'hui plus rien? Savent-ils que le président de France Terre d'Asile, association qui milite pour encore plus d'immigration et pour donner encore plus de droits à ceux qui veulent venir, vient de rejoindre M. Macron? Ce même M. Macron qui est allé en Allemagne récemment pour dire toute l'admiration qu'il avait
pour l'accueil de 1,5 million de migrants outre-Rhin. Puis s'en est allé en Algérie, accuser la France du pire des crimes, d'un crime contre l'humanité. Probablement afin de justifier l'autoroute migratoire qu'il veut instaurer entre Alger et Paris. La non-application des lois qui autorisent, laissent perdurer ou encouragent la constitution de zones de non-droit n'est plus davantage admissible. Chaque fonctionnaire, et notamment la haute fonction publique, devra avoir à cœur l'intérêt national, l'attachement à la France et à ses valeurs. La connaissance de notre histoire nationale et de la culture française seront des critères de sélection importants dans les écoles d'administration. Ceci nous évitera d'avoir d'anciens hauts fonctionnaires pantouflards nous expliquer que la culture française, ça n'existe pas. Ou d'anciens hauts fonctionnaires devenus présidents proposer à des chefs d'État étrangers de venir à Disneyland pour, dixit, comprendre la France. Alors, nous le disons et nous l'assumons, la haute fonction publique se doit aussi d'être patriote. L'État n'a de sens que parce qu'il sert la nation, que s'il est au service de la France et des Français. Les services administratifs doivent avoir conscience qu'ils ne sont pas là pour entraver les entreprises, mais pour les accompagner, c'est-à-dire servir l'intérêt économique du pays. La simplification administrative effective doit être engagée, la modernisation des services doit être accélérée et notamment l'accès à une administration en ligne performante. Évidemment, tous les dossiers administratifs doivent pouvoir être retirés, remplis et envoyés en ligne. Les contacts téléphoniques ne doivent pas conduire à balader les usagers dans les menus de répondeurs automatiques qui n'aboutissent jamais. Les économies, eh bien ces économies sont à trouver dans les réorganisations, la formation et la modernisation des moyens. Un État patriote, c'est aussi un État stratège. Lorsqu'on parle d'État stratège, certains crient à la dérive soviétoïde. Mais notre modèle est celui de la France, celui de Colbert. La France est un pays d'ingénieurs et de chercheurs. Lorsque la France décide de se lancer dans les télécommunications, c'est l'État qui crée France Télécom, qui la développe, la fait vivre et prospérer pour en faire un acteur mondial. En 2004, elle deviendra une société privée française. Il y a fort à parier qu'aux États-Unis, la même aventure aurait commencé dans un garage. On le voit à travers cet exemple. Les Français sont créatifs, inventifs, mais par culture, ils ont besoin de l'État pour structurer leur action. Le général de Gaulle disait « En France, sans l'État, ça merdoit ». Il avait raison. C'est le sens que je donne à l'État stratège. Un État qui s'implique non pour s'ingérer dans l'économie au détriment de la liberté des entrepreneurs, mais pour impulser de nouveaux élans dans des secteurs considérés comme relevant de l'intérêt national. Enfin, l'État que je souhaite sera régalien, c'est-à-dire agira en priorité dans les domaines qui relèvent de sa souveraineté. C'est la raison pour laquelle nous recouvrerons les outils de notre souveraineté, nous les reprendrons à Bruxelles. La souveraineté monétaire et économique, qui nous permet d'agir directement au service de notre économie, au service de nos entreprises, TPE et PME, sans avoir de permission à demander à quiconque.
qui nous donne des armes dans la mondialisation, comme le font tous les pays souverains, qui nous permet d'ajuster notre économie autrement que par la baisse des salaires ou la destruction de notre système de protection sociale. La souveraineté territoriale, qui nous redonne la maîtrise de nos frontières et la liberté collective de décider qui entre et qui s'installe chez nous. Et parce que nous sommes chez nous. La souveraineté législative qui rend à chaque Français le droit de décider pour lui-même, soit par la voix de ses représentants, que sont les parlementaires français, soit par la consultation directe qu'est le référendum. La souveraineté budgétaire, parce que nous ne sommes pas sous tutelle. Et nous sommes libres de décider de nos dépenses et de leur montant. Ainsi ressourcé, l'État pourra mieux prendre en charge ses fonctions régaliennes. La fiscalité, la sécurité, la justice, l'armée, la diplomatie. La fiscalité, c'est le bras armé de l'État. Beaucoup considèrent la fiscalité comme une fin et généralement avec un objectif punitif. Pour eux, la fiscalité exprime des choix idéologiques qui se suffisent à eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils sont capables d'inventer des impôts qui ne rapportent rien, mais qui satisfont leur petite aigreur ou leur jalousie envers telle ou telle catégorie de la population. Notre conception est plus saine et plus efficace. Elle tient en 3 points. L'impôt est ce que paye le citoyen pour un service. Le meilleur service possible doit lui être rendu au meilleur coût. Et c'est pourquoi nous mettrons en place une évaluation rigoureuse des politiques publiques. La répartition de l'impôt doit être équitable. Notre projet est un projet d'équilibre. Il établit une grande justice fiscale, notamment au profit des familles, des classes populaires et de la classe moyenne, mais aussi des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. La baisse de l'impôt pour les Français qui gagnent peu, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou des impôts locaux, ce que prévoit mon projet, sera une source importante de relance du pouvoir d'achat des Français, à côté d'autres mesures destinées aux familles, aux personnes âgées, comme la revalorisation de l'ASPA, à tous les petits revenus, comme la prime de pouvoir d'achat que je prévois pour tous les salaires ou pensions inférieures à 1 500 €, aux jeunes aussi, à travers la protection logement jeune que j'entends mettre en place. À côté de cela, les autres candidats prévoient d'augmenter la TVA ou la CSG, c'est-à-dire les impôts les plus injustes. L'impôt est le moyen de piloter la vie économique. Nous utiliserons l'impôt comme une arme fiscale pour dissuader les délocalisations et favoriser les comportements vertueux que sont les productions françaises, la recherche, l'investissement, l'innovation et les exportations. Écoutez, je ne peux pas m'empêcher de vous donner comme exemple l'exemple de Whirlpool. Si cette entreprise décide de fermer son usine rentable pour aller fabriquer en Pologne des produits ensuite revendus aux Français, eh bien, elle verra ces mêmes produits frappés d'une taxe de 35% à l'importation. Autant vous dire que je pense qu'ils réfléchiront à 2 fois si j'accède au pouvoir.
mes chers amis, parlons, mes chers amis, de la sécurité parce que c'est le premier devoir de l'État envers ses citoyens. À quoi sert-il de consentir à l'existence d'un État à sa charge aux contraintes qu'il impose parfois si c'est pour vivre dans l'insécurité, c'est-à-dire dans la crainte pour soi-même ou pour les siens? Cette sécurité, elle passe par le maintien de l'ordre et le retour de la sécurité, de la tranquillité pour tous. Les moyens de police qui ont été réduits ces dernières années, par le gouvernement Fillon notamment, doivent retrouver un niveau adapté aux besoins. Nous procéderons à l'embauche de 15 000 policiers et gendarmes. Nous mettrons en œuvre un plan de rénovation de commissariats et des gendarmeries. Nous les réarmerons moralement. Un soutien actif, par une protection juridique, par l'instauration de la présomption de légitime défense, par des ordres clairs, d'une haute hiérarchie remise enfin avec le terrain. Nous ne nous soumettrons jamais à voir des milices d'extrême gauche saccagées, brûlées, attenter à l'intégrité physique de nos policiers, comme hier encore à Nantes, avec la complicité plus ou moins évidente du gouvernement. Nous mettrons autour de la table tous les autres acteurs de la sécurité publique, comme par exemple les polices municipales, qui ont un rôle déterminant parce que complémentaire du fait de leur connaissance du terrain, du travail permanent de proximité et de contact. S'agissant des dispositifs de protection élémentaire de notre pays, nous avons désormais bien pris en compte la fable du contrôle aux frontières extérieures de l'Europe. Les frontières nationales seront rétablies. Les pleurnicheries de la classe politique. Ah mais comment on va faire? Il n'y a pas assez de monde. Eh bien, le corps des douanes sera doté des moyens en personnel nécessaires. Ne vous en inquiétez pas. Et puis, les accords nécessaires aussi seront conclus avec les pays d'origine pour le retour des clandestins. Nos adversaires prétendent reconduire des étrangers irréguliers, je cite, à la frontière, une frontière qu'ils ont supprimée. Moi, je vous garantis que nous reconduirons les étrangers illégaux derrière une frontière qui existera vraiment. Mes chers amis, pour apporter une réponse pénale rapide et efficace, la justice verra ses moyens augmenter. Recrutement de magistrats, de greffiers. Mais la formation des magistrats sera revue parce que nous ne pouvons plus supporter le laxisme qui prévaut dans la magistrature aujourd'hui. La politique de tolérance zéro exigera que des places de prison soient rendues disponibles. Nous le ferons en mettant en œuvre 3 dispositifs. Premièrement, des accords avec les pays d'origine qui prévoiront que des étrangers effectueront leur peine chez eux. Croyez-moi,
De très nombreuses places seront ainsi libérées. Deuxièmement, la reconversion de bâtiments existants, comme par exemple des casernes, accueilleront des délinquants non dangereux. Enfin, nous engagerons la construction de 40 000 places de prison. Voilà. Dans les 5 ans, nous nous donnerons les moyens d'une application des lois, c'est-à-dire du rétablissement de l'état de droit. Je précise que l'état de droit est le contraire du gouvernement des juges, qui constitue une dérive antidémocratique, oligarchique, à l'image des parlements de l'Ancien Régime qui ont empêché les réformes et conduit à la révolution. La justice est une autorité, pas un pouvoir. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer, pas pour contrecarrer la volonté du peuple, pas pour se substituer aux législateurs. Une fonction publique ne peut pas autoriser son titulaire à usurper un pouvoir. Si un magistrat souhaite changer la loi parce qu'elle ne lui conviendrait pas, c'est simple. Il se met en congé et se présente aux élections. D'ailleurs, nombreux sont les magistrats qui l'ont fait sans que personne ne leur en fasse grief. C'est la logique de notre système démocratique. Face au terrorisme, nous reconstituerons des moyens de renseignement qui ont montré leurs limites, ainsi que nos moyens d'intervention. Pour faire face à une menace de type militaire, le caractère militaire de la gendarmerie sera réaffirmé. En effet, et vous devez le savoir, l'Union européenne poursuit depuis longtemps l'objectif de retirer aux gendarmes leur statut militaire. Eh bien, nous défendrons ce statut militaire. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, le fichage S sera suivi des faits. Les étrangers fichés S seront reconduits à la frontière. Les binationaux fichés S seront jugés et déchus de leur nationalité et renvoyés dans leur pays. Les Français fichés S seront poursuivis pour intelligence avec l'ennemi et condamnés à des peines de prison assorties de l'indignité nationale. Ceci Cette indignité nationale leur enlèvera tout droit. Interdit pour eux de penser pouvoir profiter de la solidarité nationale, bien sûr, ou de louer un camion sans autorisation extérieure. Privés, y compris de leurs droits parentaux, ils ne pourront même plus signer le carnet de notes de leur enfant. C'est là une stricte application du principe de précaution. Concernant la sécurité extérieure, nous entendons sanctuariser les moyens dévolus à l'armée en constitutionnalisant le principe de 2% du PIB avec un objectif de 3% à la fin du quinquennat. L'armée doit cesser d'être la variable d'ajustement des politiques publiques. D'ailleurs, dans les premières années, le niveau des budgets pourra être supérieur afin de rattraper le retard enregistré. Les décisions d'engagement de programmes nécessaires à nos besoins militaires pour les décennies à venir, comme celui portant sur le Rafale nouvelle génération par exemple, seront prises. Un second porte-avions sera lancé, il portera le nom d'un grand homme d'État français, le Richelieu. Nos interventions extérieures s'inscriront exclusivement dans le cadre de la défense de nos intérêts. Nous ne ferons plus de guerres qui ne sont pas les nôtres. Notre diplomatie
Et notre coopération avec les États engagés contre nos ennemis terroristes se mettra en cohérence avec les objectifs militaires que nous nous sommes fixés. Nous nous réarmerons sans complexe et massivement, mais pour assurer notre sécurité. En Syrie et en Irak, nous établirons les liens nécessaires au renseignement pour détruire l'État islamique, Al-Qaïda et toutes les milices islamistes qui portent atteinte à nos intérêts. Nos relations internationales seront guidées par deux principes que j'ai développés dans une conférence jeudi dernier. L'indépendance et l'équilibre. L'indépendance parce que nous ne voulons pas, je vous l'ai dit, que des Français meurent pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Cette indépendance que je réclame pour notre pays s'appelle à l'égard des autres pays la non-ingérence, c'est-à-dire le droit légitime de tout pays à disposer de lui-même. Nous romprons avec la diplomatie moralisatrice et nous sortirons du commandement intégré de l'OTAN. L'équilibre. L'équilibre parce que la France est attendue par le monde pour sa tempérance, son esprit de dialogue, sa compréhension des spécificités des autres peuples. Dans le regard des peuples du monde, nous sommes la voix des peuples sans voix, la voix des nations opprimées. Si la France doit être grande, c'est aussi pour les autres. Dans le monde qui change, qui voit partout émerger la renaissance des peuples, nous sommes les mieux à même de parler au monde et aux grandes puissances. Ce sont aujourd'hui nos adversaires, encombrés par une conception dépassée du monde, qui sont isolés. Comment l'européiste forcené Emmanuel Macron peut-il espérer parler en étant compris avec la Grande-Bretagne du Brexit, avec l'Italie qui vient de dire non à l'Union européenne par référendum, avec les Pays-Bas qui s'apprêtent à une victoire des nationaux de mon ami Geert Wilders, avec la Hongrie d'Orban, ou avec l'Autriche où le Parti de la Liberté est aux portes du pouvoir. Comment M. Fillon, qui se présente comme l'anti-Trump, avec un positionnement anti-protectionniste et libre-échangiste, peut-il être en mesure de parler avec l'Amérique? Je dis aux Français, regardez le monde, il est en train de changer sous nos yeux. Dans ce monde nouveau qui émerge, c'est moi qui suis la mieux placée pour parler au nom de la France, en ayant une chance d'être comprise et entendue. Je dis aux chefs d'entreprise qui savent que face aux réalités, il ne sert à rien de se mentir. Aujourd'hui, c'est moi qui suis la mieux placée pour vous défendre et vous accompagner à l'international. Vous le voyez, mes chers amis, le projet que nous défendons est solide, il est global. Il embrasse l'ensemble des problématiques qui se posent à nous et auxquelles nous répondons avec sérieux et méthode. Nous allons remettre la France en ordre en 5 ans. Et pour cela, nous allons commencer par remettre l'État en ordre. Et il en a bien besoin. Notre projet est en phase avec le monde nouveau. Celui dans lequel nous entrons, il entre en résonance avec le grand mouvement planétaire qui voit le réveil des peuples, le retour des frontières protectrices, le retour des fiertés nationales. Mais surtout, mes chers amis, il est fondé sur un constat un peu triste. Ce qui caractérise nos adversaires,
c'est qu'ils ne croient plus en la France. Nous sommes d'irréductibles optimistes. Nous croyons en la France. Nous croyons dans son génie. Nous croyons que seule la France peut relever la France. Nous croyons que les valeurs qui l'ont fondée, que la nation qui s'est constituée autour de l'État sont les garants de notre grandeur, de notre prospérité, de la solidarité qui unit tous les Français. Et nous croyons que nous, Français, nous sommes les murs porteurs de la Maison France. Ce beau message d'amour, ce témoignage de fidélité à ce que nous sommes et de foi dans l'avenir, je vous demande de le porter avec moi. Il nous reste 2 mois. La victoire est là, au bout du chemin. Soyez forts, soyez déterminés. En résumé, soyez Français. En